Saviez-vous que certains des plus grands enseignements sur la richesse, la prospérité et la réussite financière sont cachés dans les pages de la Bible? Aujourd'hui, nous allons révéler ces secrets qui, pendant des siècles, ont façonné la vision des dirigeants, des hommes d'affaires et des investisseurs sur l'argent. Et le plus incroyable, ces leçons sont toujours aussi puissantes qu'elles étaient il y a des milliers d'années. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous ne regarderez plus jamais votre vie financière de la même manière. La parabole des talents est un enseignement ancien, mais totalement actuel lorsqu'on parle de finances. C'est comme une leçon pour les temps modernes, surtout en ce qui concerne la façon dont nous gérons notre argent. Le concept de base de cette parabole est simple, celui qui utilise bien ce qui la reçoit encore plus. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec vous et vos finances? Tout d'abord, comprenons ce que cela nous dit. Dans l'histoire, un homme riche donne ses biens à 3 serviteurs avant de voyager. À chacun, il donne une somme d'argent différente ou des talents. 2 employés font quelque chose de productif avec ce qu'ils ont reçu, tandis que le 3e cache simplement ce qu'il a gagné. Quand l'homme revient, il récompense les 2 premiers qui ont multiplié ce qu'ils ont reçu. Le 3e, qui n'a rien fait de son talent, est réprimandé. C'est le point clé. Le talent n'est pas seulement quelque chose lié à ce que l'on sait bien faire. Il s'agit également de la façon dont vous utilisez ce que vous avez, en particulier votre argent. Imaginez qu'au lieu de laisser votre argent stagner sur un compte courant, vous décidiez de l'utiliser intelligemment. Il peut s'agir de démarrer un simple investissement en plaçant votre argent dans une application qui, petit à petit, grandit. Ou qui sait, vous pouvez démarrer une petite entreprise ou investir dans votre propre apprentissage afin de pouvoir générer encore plus de valeur à l'avenir. C'est la leçon centrale ici. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais la vérité est que nous finissons souvent par remettre à plus tard cette attitude. Par peur, par manque de connaissances, ou même en pensant que la valeur que nous possédons n'est pas suffisante pour faire la différence. Mais c'est justement là qu'intervient la partie la plus importante de cette parabole. On donnera davantage à ceux qui ont déjà. Qu'est-ce que cela signifie? En prenant la décision de commencer, même avec peu, vous faites le premier pas vers la création de plus d'opportunités pour vous-même. Il ne s'agit pas de commencer grand, il s'agit de se lancer. Et le meilleur dans tout, c'est qu'il n'y a pas de secret. Comprenez simplement que le temps et l'action sont de grands alliés lorsqu'il s'agit de multiplier ce que vous avez. Vous en avez peut-être une petite quantité aujourd'hui, mais si vous commencez à l'utiliser correctement, elle augmentera. Et, avec le temps, votre confiance aussi. Parce que ce n'est pas seulement votre argent qui fructifie, mais aussi votre capacité à prendre des décisions meilleures, plus éclairées et, surtout, plus audacieuses. Alors la prochaine fois que vous n'êtes pas sûr ou que vous ne savez pas par où commencer, souvenez-vous de cette parabole. Il ne s'agit pas de faire des miracles, mais de faire le premier pas et d'être responsable de ce que l'on a. Vous n'avez pas besoin d'une grosse somme d'argent pour vous lancer dans cette voie. Votre réussite peut commencer avec un petit montant, mais rappelez-vous, l'essentiel est d'utiliser ce montant de la meilleure façon possible. Et, au fil du temps, vous verrez que votre attitude transformera non seulement ce que vous avez, mais aussi la façon dont vous voyez l'avenir. Car, en fin de compte, le vrai talent consiste à savoir multiplier les opportunités que la vie nous offre. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de personnes qui savent ce qu'elles veulent, mais qui ne savent pas comment y parvenir? Ce rêve d'avoir une vie financière plus apaisée, de se désendetter, d'investir pour l'avenir, tout cela semble possible. Mais sans plan, tout peut échouer. Le simple fait de planifier est l'une des plus grandes forces que vous puissiez avoir à vos côtés. Ce que nous enseigne le verset des Proverbes est quelque chose de simple. Un bon plan, élaboré avec calme et soin, peut nous conduire à de grandes réalisations. Mais la précipitation, le manque d'organisation nous pousse sur un chemin semé d'embûches. Alors, avant de vous lancer à la poursuite des résultats, il est bon de réfléchir. Comment avez-vous planifié vos finances? Essayez-vous simplement de vivre votre vie de tous les jours ou avez-vous vraiment élaboré une stratégie pour l'avenir? Je sais, cela peut sembler compliqué, voire ennuyeux, de penser aux objectifs et aux chiffres. Mais croyez-moi, la différence entre ceux qui réussissent financièrement et ceux qui font face aux mêmes difficultés réside précisément dans la capacité à planifier clairement.
Commençons par quelque chose de simple, les ** objectifs financiers ***. Il ne s'agit pas seulement de vouloir rembourser ses dettes ou économiser de l'argent pour un voyage. Il s'agit de préciser ses objectifs. Au lieu de « je veux me désendetter », essayez quelque chose de plus concret. Je veux rembourser X dollars de ma dette d'ici la fin de l'année prochaine. Lorsque nous fixons des délais et des chiffres, il devient beaucoup plus facile de visualiser le chemin à parcourir. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment faire cela en pratique? Voici le plan d'action. Un bon plan ne doit pas nécessairement être compliqué. Cela peut commencer par de petites étapes. Tout d'abord, calculez combien vous gagnez et combien vous dépensez chaque mois. Ensuite, voyez où vous pouvez réduire vos dépenses, que ce soit avec cette collation quotidienne ou, peut-être, en effectuant davantage d'achats planifiés. L'important est d'identifier où vous pouvez épargner pour augmenter le montant qui va directement à vos objectifs. Mais voici un détail important, le processus doit être durable. Quel est l'intérêt d'élaborer un plan parfait et d'y renoncer ensuite parce qu'il est difficile à suivre? La clé est de procéder à des ajustements réalistes et d'être cohérent, même si cela implique d'apporter de petits changements en cours de route. Personne ne change tout d'un coup, mais de petits changements, apportés chaque jour, génèrent de grands résultats au fil du temps. Et voici la grande question. ***, quelle est votre direction? ***, il n'y a aucun moyen d'atteindre une destination sans savoir où vous allez. Alors, chaque fois que vous avez l'impression d'avancer à toute vitesse sans savoir où finir, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Vos projets sont-ils clairs? Vos objectifs sont-ils réalisables? Prenez-vous des mesures conscientes pour y arriver? Avoir un bon plan ne se limite pas à des chiffres. Il s'agit de créer des habitudes saines pour votre vie financière. Il s'agit de commencer à prendre des décisions plus sereines et plus judicieuses, sachant que chaque pas franchi est un pas de plus vers un avenir pacifique. Il s'agit d'avoir le contrôle et non d'être contrôlé par les circonstances. Et n'oubliez pas, même si des défis surviennent, une bonne planification vous donne la certitude que vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Et vous, savez-vous déjà où vous voulez aller avec vos finances? Quand on regarde les histoires de grands entrepreneurs, on se rend compte que la plupart d'entre eux ont un point commun, un effort continu, jour après jour, mois après mois, sans raccourci ni formule magique. Pensons à certaines de ces personnes. Un bon exemple est le cas d'un jeune homme qui, au début des années 2000, a eu une idée simple mais révolutionnaire, créer une plateforme de commerce électronique. Il n'avait pas beaucoup d'argent, ni une grande équipe, et il faisait constamment face aux critiques de ceux qui disaient qu'il rêvait trop grand. Mais il ne s'est pas arrêté. Il travaillait nuit et jour, sans prêter attention à la fatigue, aux erreurs ou aux obstacles. Sa persévérance était telle que, des années plus tard, il a non seulement construit un empire, mais a transformé une idée en quelque chose qui fait désormais partie de la vie de millions de personnes. Son histoire n'est pas unique. Si vous regardez n'importe quel grand nom du monde des affaires, vous vous rendrez compte que le succès vient rarement de ceux qui s'attendent à ce que les choses se produisent sans effort. Et c'est là qu'entre en jeu le principe selon lequel l'effort constant est plus important que la chance ou le talent naturel. Je ne dis pas que le talent n'a pas d'importance. Mais ce qui fait la vraie différence, ce qui pousse vraiment quelqu'un vers le succès, c'est le travail constant, le dévouement, la capacité de continuer même lorsque tout semble s'effondrer. Je sais que cela peut sembler difficile, voire parfois décourageant, de voir d'autres réaliser de grandes choses rapidement ou apparemment facilement. Mais si vous regardez attentivement, vous réaliserez que leur succès repose également sur un travail acharné et une concentration. Maintenant, je sais qu'il y a des moments où on est fatigué, où on a l'impression que la récompense n'arrive jamais. Mais rappelez-vous, c'est l'effort quotidien qui, petit à petit, permettra à vos rêves de devenir réalité. Ce n'est pas la précipitation ou la recherche de résultats immédiats qui apporte le succès, mais la persévérance. Vous voyez, la personne paresseuse peut souhaiter de grandes choses, mais sans action, ses souhaits ne se matérialisent jamais. En revanche, un travail assidu est ce qui fait la différence. Et, dans la vie, ce qui fait vraiment grossir, ce n'est pas la chance, mais l'effort constant. Chaque petite tâche accomplie, chaque heure supplémentaire consacrée, est une brique de plus dans la construction de ce que vous recherchez.
La vérité est qu'il n'existe pas de formule magique pour réussir. Le chemin est simple. Travaillez de manière cohérente, même s'il semble que les récompenses sont loin d'arriver. Le secret réside dans le processus et non dans le résultat immédiat. La patience, l'effort et la discipline, plus que n'importe quel talent, sont ce qui vous y mènera. Alors, si vous débutez ou si vous êtes à mi-chemin et que vous sentez que vous êtes fatigué, rappelez-vous, les fruits viendront à ceux qui n'abandonnent pas, à ceux qui sont assidus et restent fermes dans leur but. Un travail constant apporte toujours la récolte, même si elle met du temps à apparaître. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont le simple acte de donner peut être transformateur, non seulement pour ceux qui reçoivent, mais aussi pour ceux qui offrent? Cela peut paraître étrange, mais la générosité a un pouvoir inexploité en matière de prospérité. Et je ne parle pas de grands dons qui changent le destin des pays ou des villes, mais des petites attitudes quotidiennes, celles qui, petit à petit, construisent quelque chose de plus grand, tant pour les autres que pour nous-mêmes. Je vais vous raconter l'histoire d'un événement arrivé à un millionnaire qui, au fil des années, a commencé à utiliser une partie de sa fortune pour des causes sociales. Il n'a pas commencé avec des millions, bien au contraire, il est issu d'une famille simple et a traversé de nombreuses difficultés financières. Ce qui a fait la différence pour lui, c'est un changement de mentalité. Petit à petit, il est devenu convaincu que la vraie richesse ne résidait pas seulement dans ce qu'il gardait, mais dans ce qu'il pouvait contribuer à construire chez les autres. Il a commencé par quelque chose de très simple. Chaque mois, je donnais une petite somme à une cause en laquelle je croyais. Au départ, il s'agissait de sommes modestes, mais l'impact de ses actions s'est multiplié d'une manière inattendue. Il s'est connecté avec d'autres personnes, a généré davantage d'opportunités d'affaires et sans s'en rendre compte, sa fortune a encore augmenté. Ce qui semblait être un petit geste de générosité est devenu un aimant pour de nouvelles possibilités. Avec chaque don, sa vision du monde s'est élargie et il a commencé à voir plus d'opportunités et plus de façons de prospérer, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Le secret ici réside dans l'idée que donner n'est pas seulement une action ponctuelle, mais une mentalité qui peut transformer le flux de votre vie financière. Je ne dis pas que vous devez donner tout ce que vous avez. Rien de tout cela. Ce qui fonctionne, c'est la cohérence. Si vous vous engagez à donner régulièrement quelque chose, quel qu'il soit, cela aidera non seulement les autres, mais cela ouvrira également des portes inattendues dans votre propre vie. Et pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour commencer, rappelez-vous, la générosité n'est pas seulement une question de valeur. Cela peut commencer avec peu, mais l'impact est toujours plus grand que nous l'imaginons. Vous pouvez donner du temps, de l'attention ou même partager vos connaissances avec quelqu'un dans le besoin. Chaque petit geste génère une énergie positive qui se reflète d'une manière que vous n'imaginerez peut-être jamais. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je inclure cela dans ma routine? Je vais suggérer quelque chose de simple, créer un engagement. Il peut s'agir d'un montant symbolique par mois ou d'une petite action que vous intégrez dans votre quotidien. L'important est qu'en faisant cela, vous construisez quelque chose qui va bien au-delà de n'importe quel solde bancaire. Vous créez un réseau de possibilités qui peuvent transformer votre vie de manière inattendue. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de vous concentrer uniquement sur l'accumulation, pensez également au pouvoir de donner. Non seulement pour aider les autres, mais aussi pour ouvrir la voie à votre propre prospérité. Avez-vous déjà réfléchi à ce que le contrôle de l'argent signifie réellement dans nos vies? Je ne parle pas de combien vous gagnez ou de combien vous dépensez, mais de la façon dont l'argent affecte votre comportement et vos choix quotidiens. Parfois, la recherche incessante de plus, d'avoir plus, peut nous dominer au point de nous faire perdre de vue ce qui est vraiment important. L'expression « vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent » de Matthieu 6, verset 24, est souvent mal interprétée. Cela ne veut pas dire que nous devons rejeter l'argent ou l'ignorer comme s'il n'était pas important. Ce qu'elle nous dit en réalité, c'est que nous ne devrions pas laisser l'argent contrôler nos vies. L'argent est un outil. Lorsqu'il devient notre principale motivation, il cesse d'être un outil et commence à être le patron de notre vie. Cela semble simple, mais je sais que la réalité est bien plus complexe. Comment maintenir l'équilibre quand les factures sont serrées, quand le salaire ne semble pas suffisant, quand l'envie de consommer est grande? La première étape consiste à comprendre que le contrôle de l'argent commence en nous.
Il ne s'agit pas de savoir combien nous gagnons, mais de savoir comment nous gérons ce que nous avons. Il est facile de se perdre dans la vie quotidienne en essayant de tout suivre, le travail, les enfants, les engagements, les factures à payer. Et bien sûr, la pression d'avoir plus, d'être plus. Ce qui arrive souvent, c'est que nous finissons par placer le travail et la recherche de plus d'argent avant tout notre santé, nos relations et même notre tranquillité d'esprit. Et au fond, nous savons que ce déséquilibre ne nous mènera jamais au véritable bien-être. Alors, comment trouver le point d'équilibre? Premièrement, il est important de reconnaître que l'argent, comme le travail, n'est qu'une partie de notre vie. Il n'est pas le centre. Lorsque nous commençons à constater cela, il devient plus facile de faire des choix qui nous aident à vivre de manière plus complète et plus équilibrée. Une technique simple pour garder le contrôle consiste à fixer des limites claires. Quel genre de vie veux-tu avoir? Quelles sont vos priorités? Lorsque ces limites sont bien définies, il devient plus facile de prendre des décisions qui respectent ces valeurs, sans tomber dans le piège du consumérisme ou du travail excessif. Un autre conseil important est d'apprendre à dire non. Parfois, dire non à une opportunité de gagner plus d'argent ou à un achat impulsif peut être exactement ce dont vous avez besoin pour maintenir votre paix et votre équilibre. Cela ne signifie pas que vous devriez abandonner vos rêves ou cesser de rechercher la réussite financière. Mais oui, cela signifie que vous devez apprendre à fixer des limites et à être clair sur ce qui compte vraiment pour vous. La véritable liberté financière vient d'un contrôle conscient de votre argent. Il ne s'agit pas d'avoir plus, mais de savoir bien vivre avec ce que l'on a, de valoriser ce qui a vraiment du sens et de laisser l'argent à sa juste place, comme un outil pour atteindre ses objectifs et non comme une fin en soi. Oui, il est possible d'atteindre l'équilibre. Et lorsque vous commencez à comprendre que l'argent doit vous servir, et non l'inverse, vous vous libérez de la pression et des attentes extérieures. Le secret est de trouver ce point d'harmonie où l'argent et vos autres priorités coexistent de manière saine. Et croyez-moi, c'est cette paix qui fait vraiment la différence. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la dette peut être une véritable prison? Lorsqu'on est endetté, on a l'impression de porter un poids sur ses épaules, n'est-ce pas? Chaque paiement, chaque taux d'intérêt, tout cela vous enlève un morceau de liberté. Et ce n'est pas seulement un sentiment subjectif. La vérité est que l'endettement peut contrôler votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. La Bible nous donne une indication simple mais profonde dans Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est le serviteur de celui qui prête. Ici, nous ne parlons pas d'une question morale, mais d'une question pratique. Lorsque vous empruntez de l'argent, vous abandonnez essentiellement une partie de votre contrôle. Chaque mois, lorsque la facture arrive, vous avez une obligation. Et, au fil du temps, ce cycle peut vous piéger d'une manière dont nous ne nous rendons souvent même pas compte au début. Maintenant, si vous êtes endetté ou si vous l'avez été, vous savez que la première étape est la plus difficile. Mais il est tout à fait possible de s'en sortir. Le secret est de savoir comment commencer à agir pour inverser cette situation. Tout d'abord, regardez vos dettes et analysez lesquelles sont les plus chères. C'est vrai, ceux qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. Parfois, nous avons envie de payer les plus petits, pensant que ce sera plus rapide. Mais la réalité est que si vous laissez la dette à taux d'intérêt élevé pour la fin, elle augmentera plus rapidement que vous ne le pensez. Alors, concentrez-vous sur ceux qui coûtent le plus cher et commencez par payer ceux avec les taux d'intérêt les plus élevés. Cela semble simple, mais c'est efficace. Autre conseil important, contrôlez vos dépenses. Saviez-vous que la plupart des gens dépensent plus qu'ils ne le pensent? Parfois, il s'agit juste d'un café par-ci, d'un peu de shopping par-là. À la fin du mois, ces petites dépenses additionnent et créent un trou financier. Gardez donc un contrôle plus strict sur ce qui entre et sort de votre compte. Cela vous aidera à prendre des décisions plus éclairées quant à l'endroit où investir votre argent. Et bien sûr, il est important d'être patient. Rien ne se passe du jour au lendemain. Rembourser la dette est un processus. Mais, avec de la discipline et de la persévérance, vous sentirez la liberté approcher petit à petit. Et quand vous aurez enfin fini de payer ce prêt, cette facture, cette carte de crédit, vous comprendrez à quel point cela vaut la peine d'avoir le contrôle total de votre argent. Mais le plus important
N'ayez pas honte de demander de l'aide. Qu'il s'agisse d'un conseiller financier, d'amis ou de famille, n'hésitez pas à demander de l'aide. La liberté financière est possible, mais elle demande des efforts et souvent un peu d'aide extérieure. Maintenant, imaginez votre vie sans dette, sans ce poids constant, sans l'angoisse de la fin du mois. Ça a l'air bien, non? C'est possible et la première étape commence par une simple décision. Si vous avez la chance d'éviter de nouvelles dettes, saisissez-la. Cela fera toute la différence dans votre vie financière. Par conséquent, si vous êtes déjà aux prises avec des dettes ou si vous cherchez des moyens de maintenir une vie financière saine, n'oubliez pas que le contrôle est entre vos mains. Chaque choix que vous faites aujourd'hui peut apporter un avenir financier plus paisible et plus équilibré. Faites simplement le premier pas. En parlant de ça, je veux partager quelque chose de très simple mais profondément puissant. La sagesse d'un passage ancien qui, si l'on y réfléchit, prend tout son sens encore aujourd'hui. Dans Ecclésiaste 11, verset 2, il est écrit « Distribuez à 7 et même à 8, car vous ne savez pas quel mal il y aura sur la terre. » Qu'est-ce que cela signifie? Dans une traduction très directe, ne pariez pas tout au même endroit. C'est comme ce vieux conseil, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, cela semble simple, mais comment appliquer cela dans la pratique? Je vais vous expliquer. Imaginez que vous planifiez un grand événement. Vous avez plusieurs tâches, n'est-ce pas? Si vous laissez tout entre les mains d'une seule personne, les chances que quelque chose se passe mal sont énormes. Mais si l'on répartit les responsabilités entre plusieurs personnes, même si l'une ou l'autre rencontre des problèmes, l'événement dans son ensemble a plus de chances de se dérouler bien. Il en va de même pour les investissements. Si vous concentrez tout votre argent sur une seule action, une seule opportunité ou même un seul type d'investissement, vous prenez un risque énorme. Si ce panier se brise, les dégâts pourraient être irréversibles. Désormais, si vous diversifiez vos choix, si vous répartissez vos mises entre différentes options, vous serez mieux protégé contre les imprévus. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devriez investir dans quoi que ce soit sans d'abord comprendre ce que vous faites. La clé ici est l'équilibre. Vous devriez rechercher la diversification, mais sans perdre de vue ce qui a vraiment du sens pour vous. Alors, comment mettre cela en pratique? Je ne dis pas que vous devez investir dans 7 ou 8 types d'actifs différents, mais il est peut-être temps de repenser votre stratégie. Par exemple, au lieu d'investir tout votre argent dans des actions d'une seule entreprise, vous pouvez en distribuer une partie dans des actions d'autres entreprises, une autre partie dans des fonds d'investissement et peut-être même commencer à envisager des investissements plus sûrs, comme l'immobilier ou les obligations du gouvernement. L'objectif est de garantir que même si quelque chose ne se passe pas comme prévu dans un type d'investissement, les autres peuvent quand même apporter des résultats. Et voici un point important. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. La vérité est que parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Cela vaut pour l'économie, pour la bourse, pour les entreprises. Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver demain, et la seule façon de nous préparer est de nous assurer que nous disposons de différentes formes de protection, de différentes stratégies qui peuvent s'appuyer les unes sur les autres. Par conséquent, lorsque vous effectuez vos investissements, n'oubliez pas un conseil très judicieux. Ayez toujours plus d'une option. Ne pariez pas tout dans une seule direction. Et surtout, commencez à le faire dès maintenant, sans attendre le pire pour comprendre la nécessité de cette stratégie. C'est l'une des grandes leçons que nous pouvons apprendre en regardant le passé et en intégrant cette sagesse à nos choix financiers du présent. Car en fin de compte, ce qui compte, c'est d'assurer un avenir plus sûr et plus équilibré pour vous et votre famille. Et qui n'aime pas avoir plus de chances de réussir, n'est-ce pas? Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir de l'argent sur nos vies? Cela peut être un outil merveilleux, capable de nous apporter confort, sécurité et même la possibilité de réaliser des rêves. Mais quand on ne sait pas contrôler l'envie d'accumuler toujours plus, cela peut devenir un véritable cauchemar. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Après tout, qui ne veut pas gagner plus? Mais que se passe-t-il réellement lorsque ce désir se transforme en cupidité? J'aimerais partager une réflexion avec vous. La frontière est très fine entre rechercher la réussite financière et se perdre dans une quête insatiable de richesse. Lorsque nous mettons l'argent au premier rang de nos priorités,
nous finissons par négliger ce qui compte vraiment, notre santé, nos relations et notre tranquillité d'esprit. Je vais vous raconter une histoire qui illustre bien cela. Il y a bien longtemps, au sommet de sa carrière, un homme d'affaires prospère que je connaissais possédait tout ce que l'on pouvait désirer. Il était au sommet, mais ce qui semblait être un rêve devenu réalité a commencé à se transformer en cauchemar. Il se retrouvait de plus en plus obsédé par le nombre de zéros sur son compte bancaire et de plus en plus éloigné de sa famille, de ses amis et même de lui-même. La cupidité prenait le dessus. Des décisions irréfléchies, une hâte de faire plus de profit à tout prix et le désespoir de ne jamais avoir l'impression d'en avoir assez. Ce qui s'est passé? Faillite. Ce n'était pas un manque d'opportunités ou de connaissances, mais plutôt un manque d'équilibre. Il s'est perdu dans la recherche sans fin d'en savoir plus, et ce faisant, a perdu tout ce qui en valait vraiment la peine. Maintenant, vous pensez peut-être, je ne suis pas comme ça. Je suis capable de garder le contrôle. Et vous avez peut-être même raison. Mais le problème n'est pas le désir de prospérer. Le problème, c'est quand ce désir commence à nous contrôler. Quand notre vie tourne autour de ce que nous pouvons gagner et non de ce que nous pouvons offrir au monde qui nous entoure. Vaut-il la peine de renoncer aux choses les plus précieuses que nous possédons pour quelques numéros supplémentaires sur notre compte bancaire? Bien sûr, nous voulons tous prospérer, avoir une belle vie. Mais le véritable équilibre réside dans le fait de savoir que même si nous nous efforçons de réussir, nous devons également préserver nos valeurs, notre éthique et nos principes. L'argent ne devrait pas être notre fin, mais plutôt un moyen de mener une vie pleine de sens. Pensée Y. En fin de compte, la véritable richesse ne réside pas dans la somme d'argent que nous accumulons, mais dans l'impact positif que nous sommes capables de laisser sur le monde et sur les personnes que nous aimons. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui va au-delà des chiffres et des graphiques. Je pense que vous avez déjà réalisé que la façon dont nous gérons l'argent a beaucoup à voir avec les principes qui guident nos vies. Les leçons que nous avons vues ne sont pas seulement de vieux conseils ou des règles d'une époque lointaine, mais aussi des idées intemporelles qui peuvent transformer notre façon de gérer la vie financière. Ces principes ne constituent pas seulement une bonne pratique. Ce sont en effet des outils puissants. Des outils qui peuvent faire la différence dans votre poche, votre tranquillité d'esprit et même vos relations. Imaginez vivre une vie où vous contrôlez votre argent, où l'anxiété liée aux factures disparaît et où vous commencez à voir les fruits de votre travail avec plus de clarté, plus de légèreté. Ça a l'air bien, n'est-ce pas? Lorsque nous nous éloignons des distractions du monde moderne, nous pouvons comprendre que le véritable objectif de l'argent n'est pas d'accumuler de la richesse pour nous-mêmes, mais de l'utiliser judicieusement, généreusement et pour le bien-être de tous ceux qui nous entourent. Cela change tout. L'accent n'est plus mis sur la consommation effrénée, mais sur la construction d'un héritage de prospérité pour la famille, pour la communauté et pour les générations futures. Je sais qu'appliquer tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui peut sembler difficile. Après tout, changer ses habitudes financières n'est pas simple, surtout quand on est habitué à vivre d'une certaine manière. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Chaque pas compte. Chaque sage décision accumule des résultats au fil du temps. Le secret est de commencer. Commencez par ce que vous pouvez contrôler et ajuster progressivement les autres aspects. Alors maintenant, c'est à vous de décider. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention parmi les principes que nous avons abordés? Lequel pensez-vous que vous pourriez mettre en pratique immédiatement? Écrivez ici dans les commentaires. Je veux vraiment connaître votre opinion et comment vous voyez ces idées fonctionner dans votre vie. Et enfin, n'oubliez pas que le processus de transformation financière commence de l'intérieur. Votre état d'esprit, la façon dont vous voyez l'argent et votre objectif par rapport à celui-ci, est la première étape. Lorsque l'on comprend que l'argent est un outil et non une fin en soi, le voyage devient plus clair, plus léger et, certainement, plus gratifiant. Allons-y ensemble, parce qu'en fin de compte, lorsque nous faisons le premier pas avec sagesse, le chemin s'ouvre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous transformons la connaissance en prospérité. À la prochaine vidéo. Quel autre sujet financier aimeriez-vous que nous explorions en utilisant les principes bibliques? Laissez votre suggestion dans les commentaires.